Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et après avoir parlé de ces murs de restauration, on aborde à présent un sujet clé de la stratégie patrimoniale, la donation avant cession, dispositif technique patrimonial qui permet d'optimiser la transmission tout en réduisant la fiscalité. Alors on va parler bien sûr des avantages, des étapes à suivre, des pièges à éviter, tout cela avec Amélie Ziegelmeyer. Bonjour Amélie. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour La Place. Vous nous éclairez donc sur ce dispositif. D'abord, il s'adresse à qui ? Alors tout d'abord, il s'adresse aux personnes qui ont la volonté de transmettre leur patrimoine. Ça, c'est fondamental. Et c'est également utile pour les personnes qui s'apprêtent à céder des biens avec des plus-values latentes. C'est pour ça qu'on pense souvent à cette stratégie au moment où on va céder son entreprise, parce que les montants à percevoir sont importants, les plus-values peuvent être conséquentes, mais c'est une stratégie qui peut tout à fait être mise en place au moment de la cession d'un bien immobilier ou d'un portefeuille d'actions à partir du moment où il y a des plus-values. On rappelle le principe du coup ? Alors le principe de la donation avant cession, c'est d'éviter la double fiscalité. Puisque quand je cède un bien, si j'ai une plus-value, je vais être imposé dessus. Et si par la suite, je veux transmettre une partie de liquidité à mes enfants, par exemple, je vais payer des frais de donation si je suis au-delà des abattements légaux. Bien sûr. Le fait de donner avant de céder, ça va permettre pour le calcul de la plus-value de repartir sur un nouveau prix de revient qui correspond au montant donné. Donc, en général, comme les opérations sont assez proches entre la donation et la cession, le bien n'a pas eu le temps de se revaloriser, ce qui fait qu'il n'y a pas de plus-value et donc pas d'impôt à payer. Uniquement, éventuellement, les frais de donation. Donc si on prend un exemple, ça donne admettons que j'ai créé une société et que je m'apprête à la vendre pour 1 million d'euros, ce qui est également le montant de ma plus-value puisque je suis partie de zéro. Si avant de la céder, je transmets 20% à mon fils, donc 200 000 euros, on va céder ensemble les titres de cette société-là. Lui n'aura pas de fiscalité à payer sur la plus-value puisqu'il cède 200 000 euros, quelque chose qu'il a reçu 200 000. Moi, ça m'aura coûté les frais de donation. Donc j'ai un abattement de 100 000 euros entre parents et enfants, donc ça va me coûter à peu près 20 000 euros de lui transmettre 200 000 euros. Et si jamais j'avais cédé avant de lui donner, les titres que je lui ai donnés par la suite, ça m'aurait coûté à peu près 86 000 euros. Ah oui, donc c'est significatif. Donc voilà, on voit à travers cet exemple qu'effectivement c'est une stratégie qui est assez pertinente. Mais l'administration fiscale n'y trouve rien à redire ? Alors, on a une jurisprudence qui est abondante sur le sujet. Le Conseil d'État a validé cette stratégie dans plusieurs arrêts, y compris le délai court entre la donation et la cession. Après, attention, ça ne veut pas dire que c'est des montages qui ne sont pas regardés. Au contraire, l'administration fiscale n'hésite pas à chercher la moindre faille pour remettre en cause l'optimisation. Donc pour ce faire, elle a deux angles d'attaque, la fictivité de la donation et le non-respect de la chronologie. La fictivité de la donation, c'est si, là, dans mon exemple, les 200 000 euros, je me les réapproprie alors que je les ai donnés à mon fils. Donc là, attention, c'est de l'abus de droit et les conséquences financières peuvent être assez lourdes. Et le deuxième angle d'attaque, c'est le non-respect de la chronologie. Il faut que la donation ait lieu avant la cession. D'accord. Alors, dit comme ça... Ça peut être bref, mais il faut que ce soit quand même avant. Alors, dit comme ça paraît évident, mais attention. Attention quand même tout de même, parce que y a des subtilités. Ah. Si je donne des parts sociales, c'est des titres de SARL, de SCI, l'administration fiscale considère que la vente est parfaite à partir du moment où il y a accord sur la chose et sur le prix et qu'il n'y a plus d'aléas. Donc ça signifie que s'il n'y a plus de conditions suspensives, l'administration fiscale peut considérer que la cession a déjà eu lieu, même si je n'ai pas perçu le prix. Donc là, extrême vigilance pour les donations avant cession. Pour les actions, donc les titres de SAS, SA, c'est un peu différent, puisque le transfert de propriété se fait au moment où il y a l'inscription au compte de l'acquéreur. Donc, dès que la donation est effectuée, c'est impératif d'enregistrer le mouvement des titres, puisque c'est une ordonnance de 2004 qui nous le précise. Est-ce que, on sait que quand on possède, on peut soit posséder à pleine propriété, soit posséder en démembrement. Est-ce qu'on peut, par exemple, donner en démembrement ? Oui, tout à fait. Sur ce type de stratégie, ce qui va faire que vous donnez en pleine propriété ou en démembrement, ça va être vos objectifs et ceux de vos enfants. Si par exemple, on parle d'étudiants qui ont besoin de financer leurs études ou des enfants qui veulent acheter un bien immobilier, vaut mieux donner en pleine propriété pour qu'ils récupèrent des capitaux pour leur projet personnel. En revanche, si vous voulez conserver la gestion des capitaux, percevoir les revenus, vaut mieux donner en démembrement. Sachant que vous pouvez très bien donner une partie en pleine propriété et une partie en démembrement. Vous pouvez tout à fait mixer les deux. On insuffle dans l'histoire aussi une complexité en plus qui intéresse, j'imagine, encore peut-être un peu plus l'administration fiscale, non ? Il y a des points de vigilance spécifiques, du coup ? Oui, vous avez parfaitement raison. Sur les donations en démembrement, effectivement, il faut être très vigilant. On peut rappeler qu'au moment où on cède un bien démembré,
la répartition du prix de cession peut être différente selon 3 options. L'option numéro 1, c'est en l'absence de disposition, il y a un partage du prix qui se fait entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Donc c'est l'article 669 du Code général des impôts qui détermine selon l'âge de l'usufruitier quelle part représente son usufruit. Donc si j'ai 55 ans, mon usufruit vaut 50%, la nue propriété vaut 50%. Et le démembrement se termine. D'accord. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Vous pouvez aussi prévoir un report du démembrement ou un quasi-usufruit. Mais là, il faut le prévoir dans ces 2 cas. Un quasi-usufruit. Le quasi-usufruit, c'est le fait pour l'usufruitier de récupérer le produit de cession, d'en disposer librement. Et attention, pour pas que les nus propriétaires soient lésés, ils ont ce qu'on appelle une créance de restitution, qui normalement vient au passif de la succession de l'usufruitier. Mais attention, là, on a eu des précisions récemment, le 26 septembre de cette année, qui nous indiquent, dans le BOFIP, l'administration fiscale nous précise que pour pas que ce type de montage soit considéré avec un but principalement fiscal, elle va regarder un certain nombre d'indices. Et le temps qui s'écoule entre le démembrement du bien, donc là, dans notre cas, la donation et la cession, fait partie des éléments qu'elle regarde. Donc clairement, l'option du quasi-usufruit, elle est fortement déconseillée dans le cadre des donations avant cession parce que bien trop risquée. Donc c'est pour ça que l'option à retenir, ce serait le report du démembrement. Où là, une fois que le prix est cédé, l'usufruitier et le nu propriétaire réinvestissent ensemble, soit dans un bien immobilier, soit dans un contrat de capitalisation, des titres de société. En revanche, il y a quand même un certain nombre de points d'attention à prévoir. Parce qu'avant qu'il y ait le report du démembrement, c'est impératif que les fonds versés soient sur un compte démembré. Sinon, le démembrement se termine. On ne peut pas ressusciter un démembrement. Ouais. Donc ça, c'est un petit point technique, en tout cas pratique, d'attention. Et puis surtout, un élément important, c'est que quand vous donnez en démembrement, vous ne purgez pas la totalité de votre plus-value. Puisque seule la partie transmise, la nue propriété, a sa plus-value qui est purgée. Donc ce qui veut dire qu'il y aura toujours de la plus-value à payer sur la partie de l'usufruit. Sauf que qui paye cette plus-value ? C'est le nu propriétaire. Donc, il faut prévoir qu'il ait les liquidités pour pouvoir faire face. Ne faites pas ça tout seul. Ne réalisez pas ça sans l'aide d'un professionnel. Disons qu'il y a plein de subtilités, donc c'est bien de maîtriser un peu les tenants et les aboutissements. Ça concerne tout le monde. Enfin, je veux dire, on peut donner par exemple à un mineur. Alors, on peut donner à un mineur. Après, il y a aussi un point de vigilance sur les actions, et c'est le cas d'ailleurs aussi sur les biens immobiliers. Il est recommandé de nommer un tiers administrateur qui n'a pas l'autorité parentale. Pourquoi ? Pour éviter qu'il y ait un juge des tutelles qui intervienne pour accorder la cession du bien en question. Donc, ce qui peut retarder les délais, notamment quand on parle de cession d'entreprise. Donc ça, c'est important. Et si on parle d'une façon générale de cession d'entreprise, il faut quand même être vigilant sur tout ce qui est profession réglementée. Parce qu'on a des règles capitalistiques qui s'appliquent et on ne peut pas donner tout ce qu'on veut à ses enfants, selon la profession qu'ils exercent. Il y a même, pour, par exemple, les pharmaciens, vous ne pouvez pas donner des titres d'une pharmacie à vos enfants s'ils ne sont pas eux-mêmes pharmaciens d'officine. Même pour une courte période. C'est interdit. Donc voilà, il y a un certain nombre de subtilités à connaître. On s'est tout dit et on conclut ou il y a un dernier élément à avoir en tête ? Alors, ce qu'on peut préciser d'un point de vue pratique, parce que souvent les clients ont tendance à l'oublier, c'est que les frais de donation, s'il y en a, ils doivent être payés avant la donation. Sauf qu'on n'a pas forcément les liquidités puisqu'on n'a pas encore cédé, par exemple, son entreprise. Donc voilà, c'est important de bien le prévoir. Alors en général, la banque, elle est plutôt favorable à vous accorder un crédit en vue de la cession, mais tout ça, ça s'anticipe. Donc on reprend tout ça et on ne le fait pas tout seul, on se fait accompagner parce qu'on a bien compris qu'à chaque fois, le diable se cache dans les détails, même si le schéma semble assez simple, il faut faire attention à tout. Oui, il faut faire attention à tout. Et puis aussi, sur les montants transmis, que ce soit cohérent par rapport à vos objectifs patrimoniaux, par rapport à votre âge, votre besoin de revenus complémentaires. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne idée de regarder ces sujets-là. Parce que c'est vrai qu'avec le vieillissement de la population, on hérite quand même de plus en plus tard, plus de 50 ans. Donc le moment où on cède son entreprise ou un bien avec des plus-values, c'est vrai que ça peut être intéressant de commencer à transmettre, surtout que nos abattements se renouvellent tous les 15 ans. Donc c'est des stratégies judicieuses, mais à manier avec précaution pour éviter les mauvaises surprises. Merci beaucoup Amélie. Amélie Ziegelmayer donc et le groupe La Place dans Cœur de Patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.